Vous souvenez-vous d'un certain Abdeslam Bouchoareb, ex-ministre algérien, passé maître dans l'art de vider les caisses de l'État à coups de milliards. Eh bien, tenez-vous bien, ce grand stratège de la prédation nationale s'improvise désormais déséquilibré mental. Oui, vous avez bien lu. Pour éviter de rendre des comptes, il a opté pour le déguisement de l'innocent fou. Mais, trêve d'introduction, récitons une prière sur le prophète et entrons dans le vif du sujet. Figurez-vous que le fantôme politique Abdeslam Bouchoareb, ex-ministre de l'Industrie, sort soudainement de l'ombre. Pourquoi ce retour théâtral ? Tout simplement parce qu'il a flairé la fin imminente du règne de Macron, sentant que l'Élysée vacille. Ni une ni deux, notre homme s'est lancé dans une nouvelle mise en scène, celle du pauvre malade mental, un rôle sur mesure pour esquiver les menottes. Et il n'a pas lésiné sur les moyens pour rendre sa performance crédible, près de 2,5 millions déboursés, dont plus de 100 000 € rien que pour soudoyer quelques blouses blanches en France, afin de décrocher des certificats médicaux bien pratiques. L'objectif ? Attendrir la justice française. Mais attention, ce n'est pas un simple accident judiciaire, Paris garde son petit pactole humain bien au chaud, car extrader Bouchoareb et ses compères signifierait rendre aussi les milliards volés. Et ça, côté français, on préfère visiblement éviter. Du côté de l'Élysée, on garde précieusement Bouchoareb et ses semblables comme de précieuses pièces d'un jeu d'échecs politique. Macron s'en sert comme levier stratégique, refusant catégoriquement de les rendre à Alger. En revanche, si la gauche parvient à prendre les rênes, le décor pourrait changer. Plus encline au dialogue avec l'Algérie, elle prône un partenariat basé sur le respect mutuel des intérêts conjoints. Et surtout, elle ne dirait pas non à rapatrier les perdus de vue comme Bouchoareb, histoire de faire le ménage. Bouchoareb, quant à lui, se pavane en clamant que la justice française refuse de le remettre à son pays natal. Ce qu'il oublie, c'est qu'il n'est qu'un pion provisoire. Le jour où il cessera d'être utile, un simple claquement de doigts de l'Élysée suffira pour qu'il fasse ses valises direction Alger. Là-bas, l'accueil est déjà prêt, une peine cumulée de 120 à 140 ans l'attend au tournant. L'impunité, c'est comme un contrat à durée limitée. Depuis 2019, en Algérie, c'est une véritable pluie de condamnations qui s'abat sur l'élite politique d'hier. Ministres, Premier ministre, tous ceux qui ont plongé la main dans le coffre de l'État, à l'image d'Ahmed Ouyahia ou d'Abdelmalek Sellal, ont été jugés pour corruption, blanchiment et pillage des caisses publiques. Quant aux plus rapides, ceux qui ont eu le temps de fuir avec le magot, ils coulent aujourd'hui des jours tranquilles à l'étranger, bien protégés par des pays qui visiblement préfèrent garder les voleurs plutôt que de rendre les fonds. Bouchoareb, condamné en son absence, illustre parfaitement ce scénario. Depuis son exil doré, il enchaîne les ruses, fausses maladies, certificats douteux. Tout est bon pour retarder l'inévitable. Mais cette mascarade ne tiendra pas éternellement. Le jour où un nouveau pouvoir prendra les commandes en France, prêt à tourner la page et à renouer sérieusement avec Alger, la priorité sera claire, faire les valises de ces corrompus et réexpédier les valises pleines d'argent avec. Ce sera peut-être la première vraie victoire du peuple dans ce feuilleton à rallonge. Changement de décor, cap maintenant, sur le gigantesque projet de gazoduc transsaharien, ce serpent d'acier, censé relier le Nigeria au Niger, passer par l'Algérie et finir sa course en Europe. Une avancée de taille a été confirmée par le chef de la diplomatie nigériane, lui-même, lors d'un sommet à Bruxelles, entre l'Union africaine et l'Union européenne. Ce dernier a souligné que les progrès enregistrés trouvent dans leur origine dans une rencontre tenue 2 mois plus tôt entre 3 figures clés, le ministre algérien de l'énergie, son homologue nigérien et le responsable nigérian du secteur gazier.
Fini le double jeu, Abuja a tranché. Le Maroc, autrefois courtisé en parallèle de l'Algérie, est désormais sorti de l'équation. Pendant un temps, le Nigeria jonglait entre les deux itinéraires, histoire de ne froisser personne. Mais aujourd'hui, la messe est dite, l'option algérienne l'a emportée. Pourquoi ? Parce qu'elle coûte moins cher, se réalise plus vite et bénéficie d'un appui de poids, celui de Washington. Une combinaison gagnante qui propulse Alger au cœur du jeu gazier international. Même l'Italie, flairant le bon filon, réoriente désormais ses regards vers Alger. Et ce revirement n'a pas manqué de semer la panique dans les rangs de certains médias français et marocains qui misaient sur l'échec du projet. Mais voilà, l'appui des États-Unis a changé la donne. Le ministre nigérien lui-même a reconnu sans détour que leur pays avait gaspillé des années précieuses à courir après le mirage marocain. Une utopie aussi chère qu'impraticable devant traverser plus d'une douzaine de pays, sans qu'un sou n'ait été sécurisé pour le financer. Ce pipeline transsaharien, loin d'être un simple tuyau dans le sable, est une pièce maîtresse pour le Nigeria, l'Algérie et tout le continent européen. Si Abuja regorge de gaz naturel, il manque cruellement de canaux d'exportation fiables. Alger, elle a déjà les artères prêtes, Medgaz Galci et l'ancien Maghreb Europe, tous connectés à l'Europe. Une infrastructure prête à l'emploi pour un projet qui pourrait redessiner les flux énergétiques du vieux continent. Ce chantier titanesque n'est pas né d'hier. Le premier accord remonte à 2002, une étude de faisabilité a vu le jour en 2009. Et puis plus rien. Des années cruciales ont été englouties dans l'attente et l'indécision du côté nigérian. Mais aujourd'hui, fini de tergiverser le projet, entre dans sa phase concrète. Son parcours qui fend les terres arides du Sahara impose des défis techniques redoutables et exige une mobilisation financière internationale de très grande ampleur. L'arrivée sur scène des géants américains comme Chevron ou ExxonMobil, l'implication croissante de l'Italie et l'empressement des Européens à sécuriser leurs sources d'énergie, surtout pour se libérer du joug russe, soulignent à quel point ce gazoduc est devenu un enjeu capital. Pour l'Algérie, c'est un jackpot stratégique, plus d'influence dans le secteur énergétique, un statut renforcé de fournisseur clé pour l'Europe, des milliers d'emplois potentiels. Et un levier économique qui pourrait redynamiser tout un continent. C'est bien plus qu'un tuyau, c'est un pivot d'avenir. Après avoir exploré les méandres du temps, les tensions sociales multiples et les logiques économiques parfois opposées, un constat s'impose. Tout ce que nous venons de décortiquer s'inscrit dans un fil historique bien plus large. Les sociétés partout sur la planète n'ont de cesse de jongler entre leurs rêves de progrès, leurs besoins de stabilité et leur soif de justice, tout en devant composer avec les lourdeurs de leur environnement politique, culturel ou géographique. C'est un équilibre précaire, mais profondément humain, et si cette conclusion ne cherche pas à clore le débat, c'est parce qu'elle veut justement l'ouvrir davantage. Elle invite à changer de focale, à dépasser les fragments pour embrasser une vision globale. Une vision où les destins personnels, les choix collectifs et les grandes tendances du monde moderne s'entrelacent, s'influencent parfois doucement, parfois violemment, mais toujours de façon déterminante dans la marche vers le futur. Parmi les enseignements clés de cette plongée approfondie, il ressort que la mémoire collective est un pilier invisible mais déterminant des sociétés. Face aux bouleversements rapides, les peuples réinventent leur passé, revisitent leurs racines et réinterprètent les symboles fondateurs pour maintenir un fil de cohérence et préserver leur identité commune. Cette mémoire n'est jamais figée. Elle se modèle au gré des enjeux politiques et des priorités du moment. Parfois, elle sert d'encre pour renforcer le sentiment national. Parfois,
elle devient un moteur pour impulser des réformes profondes. Mais attention, manipulée ou déformée volontairement, elle peut se transformer en champ de bataille idéologique prêt à alimenter les conflits et les divisions. Saisir ce processus de relecture permanente du passé, c'est comprendre la clé des tensions actuelles. Rien de ce qui anime les débats d'aujourd'hui n'apparaît par magie, chaque controverse s'inscrit dans une longue succession d'héritages, accumulés de ruptures parfois douloureuses et de tentatives incomplètes de réconciliation. Le présent n'est que le dernier maillon d'une chaîne bien plus ancienne. L'étude révèle également à quel point l'économie reste le cœur battant des choix stratégiques des États. Qu'il s'agisse d'échanges commerciaux, de flux financiers ou de transferts technologiques, les interdépendances contemporaines tissent une toile si dense qu'aucune nation ne peut désormais s'en extraire entièrement. L'idée d'un isolement total appartient au passé. Mais cette interdépendance est à double tranchant. Elle ouvre des horizons extraordinaires en matière d'innovation de croissance et de diversification, tout en exposant les pays aux secousses d'un monde globalisé instable et guidé par des acteurs aux ambitions parfois contraires. Ainsi, les rivalités économiques se métamorphosent en rivalités géopolitiques et les avancées technologiques deviennent des enjeux de souveraineté nationale. Dans le monde actuel, les États n'ont d'autre choix que de se réinventer en permanence, ajuster leur stratégie, revoir leurs priorités et se tenir prêts à contrer chaque pression extérieure. La stabilité intérieure, aujourd'hui plus fragile que jamais, repose sur une seule compétence vitale: anticiper les secousses de l'économie mondiale et bâtir des systèmes suffisamment solides pour encaisser les crises sans s'effondrer. Un autre point capital qui se dégage de cette analyse touche directement à l'opinion publique et aux transformations fulgurantes des moyens de communication. Dans un univers où l'information circule à la vitesse d'un éclair, où les réseaux sociaux démultiplient la moindre rumeur, l'espace public se transforme en scène permanente de confrontation narrative. Bâtir un discours calme, cohérent et rationnel devient presque un exploit. Politique, institutions, médias, mais aussi simples citoyens, tous se retrouvent face à un défi inédit: préserver un minimum de confiance collective pour pouvoir discuter, débattre et construire des solutions communes. Et lorsque cette confiance collective commence à se fissurer, que le doute gagne du terrain, les sociétés deviennent des terrains faciles pour la manipulation, les divisions intestines et les influences extérieures prêtes à exploiter la moindre faille. Ce bouleversement de l'espace public impose alors une remise en question radicale: comment se forme l'opinion? Comment encourager une participation citoyenne authentique dans un environnement où la suspicion domine? Un autre fil conducteur traverse cette analyse: la résilience. Malgré les chocs successifs, les pressions venues d'ailleurs, les tensions internes et les crises inattendues, les peuples ont prouvé une aptitude étonnante à rebondir, à se réinventer et à rester fidèles à leurs valeurs essentielles, tout en continuant d'avancer. Cette faculté de résistance silencieuse est un socle indispensable sans lequel aucune transformation durable ne pourrait voir le jour. Cette force de résilience trouve ses racines dans la richesse du tissu social, la diversité des parcours, l'élan collectif et l'effort constant pour harmoniser les ambitions personnelles avec l'intérêt général. Souvent, elle s'incarne même dans la jeunesse, une génération confrontée à un avenir instable, mais qui porte un regard neuf, plus audacieux, plus inventif et parfois bien plus ambitieux que celui de ses aînés. En observant cette mécanique de résistance, on comprend mieux comment les nations parviennent, malgré les tempêtes successives, à garder une direction claire et à continuer d'avancer. Ce sont ces liens de solidarité discrets ou silencieux qui soutiennent l'édifice.
Ce sont aussi les institutions lorsque transparence et responsabilité guident leur fonctionnement qui empêchent la paralysie ou l'effondrement. Et finalement, ce sont les citoyens lorsqu'ils mesurent leur propre rôle dans la protection de la cohésion sociale qui maintiennent vivantes les valeurs essentielles, la dignité, la justice, la paix et le respect mutuel. Ainsi, l'idée maîtresse qui se dégage de cette conclusion est claire. La stabilité durable d'un pays ne se mesure pas uniquement à la taille de son économie ou à la puissance de son armée. Elle repose avant tout sur la solidité des liens sociaux, sur la cohésion du corps collectif et sur la confiance que les citoyens accordent à leurs institutions et qu'ils se portent mutuellement. Et dans cette logique, impossible d'ignorer le rôle des dynamiques régionales. Aucun État n'évolue en vase clos, chaque nation avance au sein d'un maillage complexe de relations avec ses voisins directs, ses alliés économiques, mais aussi avec des acteurs lointains dont l'influence politique peut peser lourd sur son évolution. Le destin national est toujours relié à un jeu géopolitique plus vaste. Les tensions régionales, qu'elles soient économiques, territoriales ou idéologiques, agissent comme des accélérateurs ou des freins dans l'évolution interne des États. Parfois, elles renforcent les liens et soudent les alliances. Parfois, elles ravivent les fractures et amplifient les rivalités. Elles peuvent ouvrir la porte à des partenariats prometteurs ou déclencher des risques d'affrontement. Dans ce décor instable, les nations n'ont d'autre choix que de mener une diplomatie agile, avisée et prudente, mais suffisamment ferme pour éviter les pièges des compétitions régionales et tirer profit des opportunités de coopération. Toutes les sociétés modernes font face à un dilemme crucial: avancer vers la modernité tout en préservant leur identité culturelle. Dans une ère globalisée dominée par des modèles puissants, capables d'influencer des millions de personnes, trouver la juste mesure entre ouverture et protection, entre créativité et héritage, entre universalité et singularité, devient indispensable. C'est un équilibre délicat mais vital. Les sociétés qui réussissent à relever ce défi sont celles qui ont compris une vérité essentielle. L'identité n'est pas un bloc immobile, mais une matière vivante qui se transforme, s'enrichit et s'adapte sans jamais perdre son âme. Elle accueille les influences nouvelles, tout en préservant ce qui fait son unicité. Une telle évolution exige une mémoire claire de l'histoire, une maîtrise raffinée de la langue, une créativité artistique foisonnante et un attachement sincère aux valeurs fondatrices qui ont tissé le fil de la nation. Et pour conclure, il faut rappeler un élément trop souvent laissé de côté, la nécessité d'un horizon commun. Les sociétés qui progressent sont celles qui savent définir une destination, bâtir une vision partagée capable de dépasser les querelles politiques et d'offrir un cap cohérent. Ce sont celles qui parviennent à rassembler leurs forces vives autour d'un même projet, un projet capable de donner sens, direction et unité à l'ensemble du pays. L'horizon collectif dont il est question ne doit ni sombrer dans l'utopie, ni manquer d'audace. Il doit être suffisamment puissant pour rassembler et dynamiser, assez concret pour convaincre, et assez souple pour absorber les retournements imprévus du contexte mondial. C'est cette direction symbolique qui sert de repère, empêchant les sociétés de dériver, de se décourager ou de s'enliser dans l'immobilisme. En définitive, cette conclusion générale, en prenant de la hauteur au-delà des simples faits, rappelle combien une vision d'ensemble est essentielle pour décrypter les dynamiques contemporaines. Elle souligne l'urgence de conjuguer mémoire collective, résilience, ouverture d'esprit, vigilance, solidarité et ambition, afin de bâtir des sociétés plus équitables, plus solides et plus prospères pour les générations présentes et futures. Elle nous rappelle finalement que, même au cœur
des incertitudes au milieu des tensions locales ou internationales, et malgré la vitesse fulgurante des changements, les sociétés gardent toujours une part de liberté pour infléchir leur destin. Il reste toujours un espace d'action, une possibilité d'orienter le cours collectif vers un futur plus juste, plus stable, et chargé d'un espoir durable pour toutes les générations qui suivront.